Mais je ne parle pas en français seulement parce que je ne sais pas italien, j'essaie de comprendre, de l'entendre, mais parce que je crois que le dialecte, l'écart des langues, a fait l'Europe. C'est une ressource pour l'Europe que d'avoir des langues de culture. Et donc, de passer du français italien, de l'italien français, c'est la richesse de l'Europe. Non seulement au nom de la diversité, mais au nom de la traduction, du travail qui se fait entre les langues et ce que nous faisons ce soir. Buonasera. Parlerò francese non solo perché non parlo l'italiano, ma perché penso che la differenza tra le lingue sia una ricchezza, è la differenza tra le lingue che ha fatto l'Europa, è una sua risorsa. Non si tratta soltanto però della diversità tra le lingue, ma proprio di ciò che passa attraverso questo tra, questo entre in francese, che si apre tra le lingue. Je vais d'abord justifier pourquoi moi-même, m'étant formé en philosophie grecque, philosophie européenne, j'ai fait le choix de passer par la pensée chinoise. Ce n'était pas par exotisme, ce n'était pas par séduction de l'ailleurs ou de la différence, c'était dans un projet proprement philosophique qui était de prendre du recul dans mon esprit, de remettre en perspective la tradition intellectuelle, philosophique dont je venais, celle des Grecs, car nous disons souvent que nous sommes héritiers des Grecs. Mais que sait-on de cet héritage tant qu'on n'en est pas sorti? Et j'ai fait le choix d'un dehors, de l'extériorité, d'un ailleurs, pour dépayser ma pensée, la détacher de la tradition européenne dans laquelle elle s'inscrivait, pour la repenser. Inizio giustificando il motivo per cui io, che mi sono formato come ellenista all'università a Parigi di filosofia, ho scelto di passare attraverso la Cina. Questa scelta non è stata una scelta dettata da una forma di esotismo, da una seduzione dell'alterità o dell'altrove. È stata dettata da un vero e proprio progetto filosofico, quello che consisteva nel prendere una distanza rispetto al mio stesso pensiero, rispetto allo spirito europeo, mettere in prospettiva la tradizione europea. Diciamo spesso che siamo eredi dei greci, ma in che senso lo siamo? Riusciamo veramente a sondare in che modo siamo eredi dei greci? Ecco allora che la scelta dell'altrove, dell'esteriorità cinese, mi ha permesso di osservare da fuori, appunto da questa esteriorità, da questo altrove, il mio stesso pensiero. Passer en Chine, c'est donc se déplacer, se déranger, pour entrer dans une langue qui est en dehors de la grande tradition, de la langue indo-européenne. L'Inde est encore dans le contexte de la langue, d'une langue commune, indo-européen, le sanskrit, le grec, le latin, tout cela sont des langues sœurs. Et c'est aussi se confronter à une autre écriture que l'écriture alphabétique, c'est-à-dire l'écriture idéographique de la Chine. Et c'est surtout rencontrer un monde de pensée, un monde de culture qui s'est développé indépendamment de la culture européenne. Nous avons été en contact avec l'Inde, l'époque des Grecs, Alexandre, les gymnosophistes d'Inde qui ont pu influencer Plotin. Donc il y a encore un rapport avec l'Inde dès l'Antiquité, alors qu'avec la Chine, non. Donc il y a deux traditions de pensée qui se sont constituées indépendamment l'une de l'autre, sans se connaître, sans s'influencer. Et l'intérêt est donc de rencontrer cet extérieur pour se remettre à penser, c'est-à-dire pour relancer la philosophie a partir de ce dehors. Passare in Cina dunque è stato uno spostarmi, uno spiazzarmi, uno spaesarmi. Se déranger in francese vuol dire anche disturbarsi, è stato un dérangement, è stato un disturbo del pensiero. Passando da una lingua come il francese appartenente al ceppo indoeuropeo, quindi dalle lingue occidentali,
scritte in scrittura alfabetica, come sono anche il sanscrito, in fondo il greco, questa grande famiglia che appunto comprende le lingue occidentali, e spostarmi in un altro ambito linguistico, quello del cinese, che non appartiene alla famiglia indoeuropea, che non si scrive in modo alfabetico ma in modo ideografico. Non solo c'è una indipendenza e un'alterità dal punto di vista linguistico, la Cina e l'Europa non si sono conosciute nemmeno dal punto di vista dello sviluppo storico. Se con le spedizioni di Alessandro Magno, se con i gimnosofisti possiamo dire che ci sono stati contatti tra l'India e la Grecia, nel mondo dell'ellenismo, anche in Plotino, rispetto alla Cina non possiamo dire che ci sono stati contatti fino a un'epoca moderna. Nessuna influenza, nessun incontro. Allora, entrare in contatto con questa esteriorità mi ha permesso appunto di sondare meglio il pensiero occidentale. Pour résumer cet itinéraire, c'est à la fois se déplacer, aller ailleurs, donc éprouver ce dépaysement de la pensée, et se demander comment on pense quand on n'a plus l'assise, le support, l'arrière-plan traditionnel de la pensée européenne. Par exemple, quand on quitte les grandes notions, à partir desquelles s'est organisée la pensée européenne, si j'en cite quelques-unes, la pensée de l'être. Rencontrer une langue qui n'articule pas la pensée de l'être, comme le fait la pensée grecque, qui n'a pas non plus isolé la pensée de Dieu, qui ne s'est jamais intéressé à l'existence, aux preuves de l'existence de Dieu. Il y a une question de la philosophie européenne, qui n'a pas forgé, formé la notion de liberté, qui a porté, elle, la pensée européenne. Et, pour ce qui est de la philosophie, qui n'a pas fait de fixation sur la vérité, qui n'a pas fait de la vérité l'élément premier, l'élément moteur de la pensée. Bref, ce dépaysement qui produit donc un dénudement de l'esprit. D'autant plus que la commodité quand on fait de la philosophie en Europe, qu'on se pose une question, c'est de remonter dans l'histoire de la question. Or, quand vous passez d'Europe en Chine, cette possibilité de se replier, de se reporter sur l'histoire de la notion, de la question, vous est ôtée. Donc, situation de dénudement de la pensée. Et en même temps, je veux dire, en même temps, et un peu plus tard, revenir sur la pensée européenne. Il ne s'agit pas de se cyniser ou de se convertir. Il s'agit de, en même temps que je quitte l'Europe, que je vais en Chine, je reviens vers elle pour interroger la pensée européenne de ce dehors. Et donc l'interroger dans ce que la pensée européenne n'interroge pas, ne songe pas à interroger. Au fond, c'est ça qui est peut-être le plus intéressant en philosophie, c'est non pas ce qu'on pense, mais ce qu'on ne pense pas à penser. Et donc revenir de Chine pour réinterroger la pensée européenne, c'est l'interroger dans ses partis pris, ses choix enfouis, ses choix ensevelis, dont nous ne savons pas que ce sont des choix, mais qui, vus du dehors chinois, reparaissent saillants, reparaissent singuliers, reparaissent intéressants. Et donc une façon une stratégie pour réinterroger, plutôt interroger, l'impensé de notre pensée. Per riassumere quindi questo mio percorso, mi sono spostato, mi sono spiazzato, sono andato altrove e mi sono domandato in questo modo come si pensa quando non si pensa a partire da quel grande sfondo comune del pensiero europeo. Per fare 4 esempi di grandi nozioni a partire dalle quali il pensiero europeo si è sviluppato ed elaborato, una è senz'altro quella dell'essere. Il pensiero cinese non ha conosciuto un pensiero dell'essere, oppure non ha isolato la nozione e l'esistenza di Dio. Non ci si è interrogati in Cina su questa grande questione che invece ha sempre inquietato il pensiero europeo. In Cina nemmeno è stata forgiata la nozione di libertà, è un altro concetto, un altro filosofema tipicamente europeo, così come non c'è stata una fissazione sulla verità.
Questa è la grande comodità, se vogliamo, della filosofia in Europa, cioè la possibilità di risalire nella propria storia, quindi di interrogare alcuni concetti, risalendo alla loro origine, alla loro genealogia. Passare attraverso la Cina, invece, mi ha permesso di esperire una sorta di denudamento del pensiero, una spoliazione del pensiero. Insieme, contemporaneamente, ho potuto tornare sul pensiero europeo. Queste due cose non sono fatte prima una e poi l'altra, ma contemporaneamente ci si spoglia, ci si denuda di certe categorie e le si ripensa nuovamente. Non si tratta cioè di convertirsi, non mi sono recato in Cina per convertirmi al pensiero cinese, ma per interrogare da fuori ciò che la filosofia europea non può interrogare, perché non può nemmeno pensare di non pensare. Proprio questa altra scelta che invece accade attraverso il pensiero cinese. Quindi attraverso la Cina posso interrogare i partiti presi, le scelte implicite o nascoste che hanno attraversato e motivato il pensiero europeo, facendole quindi riemergere nella loro assoluta originalità, nel loro interesse. Scopro il fatto che sono delle opzioni possibili del pensiero, che non sono assolute. Quindi la mia scelta è stata una scelta strategica per riuscire appunto a risalire a monte dell'intelligibile del pensiero europeo. C'est le travail ordinaire de la philosophie que de se critiquer. Et on sait que tout philosophe vient critiquer le philosophe précédent, mais il ne s'agit pas d'un de critique. Il s'agit de, passant par le dehors de la Chine, de constater quel ébranlement, en retour, se produit au sein de la pensée européenne. Ébranlement, c'est-à-dire que ce sont les assises, les supports même de notre pensée, dont nous ne savons pas que ce sont les assises, le support de notre pensée, qui se mettent à bouger. Et c'est ce bouger qui me paraît, disons, profitable. Je cite simplement une formule que je prends chez ce grand penseur français, savant, penseur, mathématicien Pascal, quand il dit dans les pensées, lequel est le plus croyable des deux, Moïse ou la Chine? Au XVIIe siècle, à une époque où on ne sait quasiment rien encore de la Chine, où on commence seulement à découvrir cet ailleurs, Pascal a l'intelligence de comprendre qu'il y a une sorte de vis-à-vis qui s'organise entre pensée européenne et pensée chinoise. Donc une forme d'alternative. En même temps que Pascal nous propose une alternative bancale. D'un côté Moïse, l'aventure religieuse de l'Europe, le monothéisme, les commandements, etc. Et en face, non pas Confucius ou Lao Tzu, je ne sais quel sage penseur chinois, mais la Chine. La Chine dont il ne sait quasiment rien, mais dont il voit bien la force d'ébranlement qu'elle constitue à l'égard de la pensée européenne. Et cette formule des pensées, Pascal l'a conclue en disant il faut mettre le papier sur table, il faut dresser, il faut organiser le vis-à-vis des pensées européennes et chinoises. Alors c'est dans cette tradition que je m'inscris pour essayer de mettre en regard, en vis-à-vis ces pensées et faire de la pensée chinoise un opérateur théorique, un outil philosophique, une façon de réinterroger plus en amont la philosophie. Pour dire d'un mot, vous le voyez bien, c'est qu'une grande tradition de la philosophie contemporaine en Europe a été ce qu'on appelle la déconstruction, avec des grands noms, de Heidegger, de Derrida, de Lévinas, mais une déconstruction qui me paraît toujours à peu près la même, qui est que quand on veut prendre du recul à l'égard de la pensée qui vient des Grecs, on se réadosse quelque part à la pensée hébraïque. Et il y a cette grande tension de la pensée en Europe entre les Grecs, les Juifs, Abraham et Socrate, chez Hegel, chez Nietzsche, chez Kierkegaard et dans la pensée contemporaine. Des constructions que je dirais du dedans. Et passer par la Chine, c'est entreprendre une déconstruction du dehors, qui sortent de cette grande tension, les Grecs, les Juifs,
Athènes ou Jérusalem, pour bien explorer cet ailleurs de la pensée avec cet effet de retour qui est un effet de dérangement et par là même de relancement de la philosophie. Quindi non si tratta tanto di criticare il pensiero europeo a partire dal pensiero cinese. Non è che si trovino in Cina delle risposte che non ci sono in Europa. Si tratta di scuotere, un lavoro di scuotimento, di scossa. Scuotere ciò su cui si fonda, ciò su cui si basa il pensiero e quindi muovere, mettere in movimento proprio certi fondamenti e partiti impliciti del pensiero europeo. È questo movimento che mi sembra interessante. Mi iscrivo in una tradizione che in Francia parte almeno fin da Pascal, dal XVII secolo, quando in un famoso brano raccolto nei pensieri, Pascal si interroga ponendo a confronto Mosè e la Cina. Si interroga: Mosè o la Cina? Quale dei due è più affidabile? A chi si deve credere? E attenzione, questo è un confronto che non è complanare, non mette sullo stesso piano Mosè e Confucio, per esempio. Pone su un piano di confronto, di vis-à-vis, di faccia a faccia, come alternativa, Mosè e la Cina. E conclude appunto questo frammento dicendo che bisogna organizzare questo confronto, questo faccia a faccia. Io mi iscrivo in questa tradizione che nel mondo contemporaneo, nella filosofia del Novecento, ha preso anche un altro tipo di movenza filosofica, quella che va sotto il nome di decostruzione e che in un certo senso vede come suoi protagonisti Heidegger, Levinas e Derrida. Ma io ho inteso fare della Cina uno strumento teorico, quindi in questo senso parlo di una strategia, proprio perché mentre la decostruzione di Hegel, di Derrida, di Heidegger è una decostruzione che definirei dall'interno, perché erige come altro rispetto al mondo greco il mondo ebraico, e quindi l'alternativa è tra Atene e Gerusalemme, tra Socrate e Abramo, e questa è una tradizione che appunto anche in Hegel e in Nietzsche ha degli interpreti molto importanti. Per me è invece fondamentale uscire da questa alternativa che appunto al movimento di pensiero occidentale. La decostruzione che io cerco di proporre è una decostruzione da fuori, uscendo dalla tensione greci-ebrei attraverso un disturbo, attraverso uno scuotimento appunto di questa tensione interna all'Occidente per rilanciare la stessa filosofia occidentale attraverso la Cina. Et en fait, je ne compare pas. Il ne s'agit pas de comparer la pensée chinoise et la pensée européenne. Il s'agit d'organiser, il ne s'agit pas de comparer parce qu'il ne s'agit pas de faire l'inventaire des ressemblances ou des différences. Il s'agit d'organiser le vis-à-vis de deux pensées qui se sont développées indépendamment l'une de l'autre. Donc d'organiser un vis-à-vis entre elles, c'est-à-dire un dévisagement de l'une par l'autre. Et dévisager l'une par l'autre, de façon à apparaître les choix implicites de ces pensées et à partir de là, les possibles ouverts par la pensée. Je ne parle donc pas de différences culturelles, mais d'écarts culturels. La différence est une notion qui range. Et la différence aboutit à une identité. Comme dit Aristote, de différence en différence, jusqu'à l'essence de la chose. C'est pas pour moi d'identifier les caractéristiques de la pensée chinoise ou de la pensée européenne. À la différence de la différence, l'écart est une figure non pas de rangement, mais de dérangement. On dit en français jusqu'où va l'écart. Faire un écart, c'est-à-dire sortir de l'attendu, sortir de la norme. Et de notre part, écart à cette opportunité, plutôt cette exigence, par différence avec la différence, c'est que la différence, quand vous distinguez deux choses,
vous avez fait des distinctions, vous laissez l'autre chose de côté. Alors que dans l'écart, vous maintenez l'autre en regard. Donc l'écart est une figure à la fois exploratoire et une figure en tension, qui maintient la tension entre l'un et l'autre. Donc j'explore les écarts entre pensée chinoise et pensée européenne, jusqu'où vont les possibles de la pensée. Et à partir de là, je ne cherche pas à fixer des identités ou des caractéristiques de pensée, identités ou caractéristiques culturelles, mais au contraire, à faire apparaître ces écarts comme des ressources de pensée. Io non comparo, non faccio comparazione tra pensiero cinese e pensiero europeo, non costruisco un inventario di affinità e differenze, ma organizzo dei raffronti, dei vis-à-vis, dei faccia a faccia. Attraverso questi vis-à-vis cerco di squadrare, di far squadrare le scelte implicite e quindi cerco di aprire dei nuovi possibili per lo spirito. Non penso quindi in termini di differenza, ma in termini di écart. In italiano possiamo tradurre scarto, ma non nel senso di qualcosa che si getta, uno scarto differenziale. Julien tiene molto alla differenza tra écart francese e scarto italiano, non è esattamente la stessa cosa, quindi teniamo écart. Qual è la differenza tra la differenza e l'écart? Le differenze sono legate all'identità, una differenza rimanda sempre implicitamente a un'identità. In Aristotele troviamo che di differenza in differenza giungiamo a identificare l'oggetto che ci interessa. Inoltre la differenza finisce per lasciare da parte l'altro, isola e quindi pone accanto. Lo scarto, nel senso di écart, invece, a differenza della differenza, non è un operatore di ordinamento, di classificazione. Rangement ha questo doppio senso, ordina e classifica, ma ha una funzione di dérangement, cioè di disturbo. Non categorizza, non inquadra, ma scombina. In francese diciamo faire un écart, fare uno scarto, anche in italiano si può dire, quando si esce dalla norma. Oppure ci chiediamo jusqu'où va l'écart, fino a dove arriva lo scarto, fino a dove giunge uno scarto. E lo scarto appunto mette l'altro nello sguardo, ne tiene conto, lo considera e in questo senso ha un valore esplorativo e un valore di tensione, mette in tensione. Quindi in questo senso l'écart, lo scarto, permette di organizzare e di trarre profitto da risorse del pensiero, non da identità ma da risorse. Cette distinction entre différence et écart, ou entre identité et fécondité de ressources, me paraît importante politiquement aujourd'hui. Si je ne parle pas de différence culturelle, c'est parce que différence fait couple avec identité. Or, je ne crois pas qu'il y ait d'identité culturelle. Et je le dis ici dans un sens aussi politique. Ça vaut pour la France, ça vaut pour l'Europe, ça vaut pour l'Italie. Est-ce qu'il y a une identité culturelle italienne? Est-ce qu'il y a une identité culturelle européenne? Vous savez qu'on s'est posé la question, il y a une dizaine d'années, quand on a voulu rédiger une constitution européenne. On a voulu donc rédiger un préambule, et dans ce préambule, définir ce qui serait l'identité de la culture européenne. Et bien sûr, on a échoué. Pourquoi? Parce que la culture européenne, certains ont dit qu'elle était chrétienne. Et d'autres ont dit, mais non, elle est laïque, les Lumières. Qu'est-ce que la culture européenne? C'est l'écart. L'écart est donc la tension, la mise en regard d'une tradition chrétienne et d'une tradition des Lumières. Et donc la tension qui a fait que ces différents courants ont travaillé l'un contre l'autre, l'un avec l'autre, dans un écart qui a été la ressource même de la pensée européenne. Vous vous souvenez d'ailleurs que, ayant échoué à définir l'identité européenne, on n'a pas rédigé le préambule, donc on n'a pas voté la Constitution. Bref, l'Europe s'en est défaite. La question n'est pas quelle est l'identité européenne, la question c'est qu'est-ce qui fait Europe?
Et donc la question, c'est de lier deux notions, celle d'écart et celle de commun. Et la liaison des deux, vous l'entendez dans le terme de dialogue. Si je prends dialogue non pas comme un terme mou, pour éviter le heurt, le clash, on dit dialoguer, mais si j'entends les deux composants du mot, dia, logos. Dia, c'est le dia de l'écart. Et les Grecs savaient bien qu'un dialogue est d'autant plus riche qu'il y a d'écart en jeu. C'est aussi le dia du cheminement, de la traversée. Il faut du temps pour organiser ce vis-à-vis, ce dialogue. Et puis c'est logos. Logos qui est le commun de l'intelligible. Au travers des écarts, promouvoir un commun de l'intelligible. Cette exigence, elle est celle de notre époque. Et dans une discussion politique qui envahit actuellement la France, mais dont je pense que l'Italie n'est pas très loin, qui est celle de l'identité culturelle du pays ou de l'Europe, je pense qu'il est important de sortir du flou à cet égard pour essayer de faire avec des concepts un peu plus clairs. Et je propose à cet égard ceux d'écart, par différence avec la différence, et non pas d'identité, mais de ressources. Ce qui m'intéresse, c'est les ressources de la culture chinoise. Ce qui m'intéresse, c'est les ressources de la culture européenne. Mais je ne vais pas plus loin. No. Questa distinzione tra appunto, differenza e scarto, tra identità e risorsa, ha un valore evidentemente politico. Non parlo solo in senso teoretico, ma proprio anche in senso politico. La grande questione che oggi domina nel dibattito anche in Francia, in Italia, in Europa in generale, è quella sulla identità culturale. Qual è l'identità italiana, francese, europea? Ci si chiede. Quando si è cercato di scrivere una Costituzione europea, nel preambolo, nella prefazione, si è cercato di individuare l'essenza della sua identità. Qual è l'identità europea? È cristiana, è laica, ci sono stati c'è stato l'illuminismo che si è opposto alla cristianità, quindi si è fallito perché? E non si è più potuto scrivere una Costituzione europea. Si è fallito proprio perché non si è capito che il proprio dell'Europa è la tensione, è lo scarto tra cristianità e laicità. Non è un'unica identità. È proprio questo scarto, questa tensione che permette a due dimensioni di squadrarsi l'una con l'altra, di lavorare l'una attraverso l'altra e l'una contro l'altra. Quindi, proprio per questo tipo di interrogativo falso, qual è l'identità, l'Europa rischia di disfarsi. Allora la mia domanda non è tanto che cosa è l'identità europea, ma piuttosto che cosa fa l'Europa, che cosa la costituisce. E quindi le due nozioni chiave che cerco di elaborare sono quelle appunto di scarto e di comune, che trovo insieme nella parola dialogo. In greco dialogos, che si compone di dia, che indica la differenza, la distanza meglio, lo scarto, l'apertura, ma anche l'itinerario, un cammino. Il dia indica il movimento e il tempo che ci vuole per comprendere e tenere questa distanza che si apre. E il logos dice proprio ciò che raccoglie, che tiene insieme. Logos, dal verbo legein, è appunto il tenere insieme, il raccogliere, ed è il comune dell'intelligibile. Dialogo. Allora, per uscire dalla riflessione così debole, così molle della identità culturale, si tratta invece di pensare la risorsa. Non mi chiedo appunto quale sia l'identità cinese, l'identità europea, ma quali risorse possano dare l'Europa et la Cina al pensiero. Encore deux précisions. Pourquoi il n'y a pas d'identité culturelle? Pour une raison très simple, c'est que la culture ne cesse de se transformer, de muter. Il n'y a pas d'identité possible. Et puis parce qu'on confond deux choses. On confond l'identité du sujet. Effectivement, nous nous constituons subjectivement dans une identité. Et puis ce qui serait l'identité objective d'une culture qui est collective. Donc je ne vois pas qu'il y ait donc d'identité culturelle. Et si je propose ressources à la place d'identité,
parce que je vous dirais que je défends des ressources culturelles. Mais que signifie défendre des ressources culturelles? C'est juste que je défends des ressources, la culture italienne, française, européenne. C'est pas sur un mode défensif, c'est pas sur un mode peureux. Défendre signifie activer des ressources. Et pourquoi ressources? Parce que les ressources n'appartiennent pas. Moi, ça fait 30 ans que j'explore des ressources de la pensée chinoise. Les ressources n'appartiennent pas. Et les ressources nous sortent du rapport de force, à la différence des valeurs. Les valeurs sont un rapport de force. Les valeurs se prêchent. On prône des valeurs. On ne prône pas des ressources. On ne prêche pas des ressources. Il y a ressources ou pas. Si des ressources, vous les explorez, vous les exploitez, vous en tirez parti. Donc ressources me paraît un concept utile aujourd'hui pour sortir du rapport de force entre cultures, pour ouvrir l'éventail du possible, du divers des cultures, et pour, en même temps, garder les cultures dans un rapport de vis-à-vis, d'exploration réciproque et de déploiement. Donc mon propos, que je vais illustrer maintenant avec la Chine, c'est de penser ce que peut être, parce que je crois que le thème est important aujourd'hui, de défense. Défense de quoi? Non pas d'identité, non pas même vraiment des valeurs que vous avez prônées, défense sur un mode défensif, mais la capacité d'explorer les ressources culturelles. Parce que la culture est toujours locale, d'abord, toujours à un moment, à un endroit, toujours une élaboration à partir d'un milieu. Donc, explorer le divers des cultures de façon à l'explorer et donc l'activer. Et c'est en activant des ressources culturelles que nous pouvons promouvoir la culture. Le débat que j'attends en France, ce n'est pas un débat sur l'identité culturelle française, c'est un débat sur les ressources culturelles françaises. Les explorer, voir celles qui sont encore actives et comment les activer. Et la première ressource, bien sûr, c'est la langue. Et c'est la langue telle qu'elle s'active à travers la littérature. C'est ces ressources-là qui me paraissent, disons, dans la forte culture, et non pas, disons, se figer, se replier sur une identité qui est toujours la méconnaissance de la diversité. Parce que si je me demande ce qui caractérise la culture française, est-ce que c'est La Fontaine ou est-ce que c'est Rimbaud? C'est l'écart des deux, c'est la tension des deux. Et c'est le commun qu'on peut créer d'intelligible à partir des deux. Precisiamo ancora ulteriormente perché dico che non esistono identità culturali, che non esiste l'identità culturale, ma proprio perché la cultura come sua specificità, il proprio della cultura è di muoversi, di trasformarsi, di mutare, non di essere fissa. Tendiamo a confondere l'identità soggettiva, il senso di necessaria identificazione di un io con un'identità invece collettiva, sempre in movimento, sempre processuale, delle culture. Quindi io non difendo delle identità, ma difendo delle risorse culturali. In che senso però le difendo? Difendo delle fecondità, delle risorse come fecondità culturali. Non nel senso che sto sulla difensiva, non nel senso che ho paura e quindi le devo in qualche misura proteggere, ma le difendo nel senso che cerco di promuoverle in maniera attiva. Qual è il grande vantaggio anche delle risorse, delle fecondità rispetto alle identità? Che le risorse non appartengono a nessuno, non sono nell'ambito dell'appartenenza. Sono 30 anni che esploro le risorse del pensiero cinese e vedo che continuo a poterle sfruttare in quanto fecondità, perché le risorse ci fanno uscire dalla logica dei rapporti di forza, cosa che invece i valori non fanno. I valori infatti si predicano e le risorse no. Le risorse o ci sono o non ci sono, o si sfruttano o non si sfruttano. Non si tratta di predicare in favore di alcune risorse rispetto ad altre. Quindi di nuovo la logica che regge il mio discorso è una logica di esplorazione reciproca.
di ciò che viene messo a confronto. Difendere quindi delle capacità implica la volontà di esplorazione a partire da luoghi precisi, da un ambiente particolare. Parto da testi, da alcuni aspetti singoli e elaboro a partire da un dato contesto. In questo modo attivo le fecondità culturali, le promuovo. E la prima risorsa di una cultura è la lingua, e la lingua passa attraverso la letteratura. Di nuovo si tratta non di fissarsi, non di rinchiudersi all'interno di un'identità, ma di nuovo di far lavorare questa fecondità plurale. Per quanto riguarda la letteratura francese, di nuovo, che cos'è la letteratura francese? È La Fontaine, è Rimbaud, ma è appunto lo scarto, la tensione tra queste due possibilità. Alors, ce que je vous propose pour quelques instants, c'est d'explorer les ressources de la pensée chinoise, non pas pour y trouver, pour s'y convertir, non pas pour forcer les adopter, comme si c'était des valeurs, mais pour voir quelle possible de la pensée s'ouvre à nous et quelles réflexions en retour nous pouvons en tirer. Donc je vais vous proposer quelques entrées, et d'abord peut-être celle que j'ai signalée tout à l'heure, dans le vis-à-vis entre pensée chinoise et pensée européenne, pensée grecque au départ. Qu'est-ce que je mettrais du côté chinois en face de liberté? Parce que s'il y a une notion qui est essentielle depuis les Grecs, et au sein de laquelle la pensée, mais pas seulement la pensée, la société européenne, la politique européenne s'est développée, c'est bien celle de liberté. Une notion qui vient au départ de la pensée grecque, déjà dans Homère, dans la distinction de l'homme libre et de l'esclave, perdre le jour de la liberté si on perd la guerre. Et puis ce qui a été du côté grec, l'opposition entre les cités grecques et le grand roi. Donc l'idée d'une liberté politique des cités face au grand roi dans les guerres médiques. Et puis autour de quoi s'est organisée la cité grecque? Forme politique tout à fait singulière, dont on n'a pas l'équivalent du tout en Chine, qui est donc la cité, moyen un certain contexte comme Athènes, organisée autour d'institutions qui elle-même organisait l'éléutériat comme liberté de participation politique. Et puis avec le déclin de la cité grecque, l'intériorisation de la liberté comme liberté intérieure avec les stoïciens, et le rapport entre la liberté, la volonté, la possibilité du choix et progressivement l'autonomie du sujet. Bref, il y a quelque chose dont l'Europe n'est pas sortie, et donc je me demande qu'est-ce que cela signifie au dehors si je vais en Chine. Et je dirais qu'au fond, ce qu'a pensé la pensée chinoise, ce n'est pas la liberté, parce que la liberté est la disponibilité. Je cherche un terme européen. Vous voyez, je prends des termes européens qui ne sont pas développés philosophiquement, mais qui me paraissent ouverts, disponibles, pour saisir un écart avec, en ce cas-ci, ce qui est la promotion, l'invention de la liberté en Europe. Dunque, di nuovo, ripeto, si tratta di esplorare delle risorse attraverso il pensiero cinese non per convertirsi adesso, ma per riflettere a partire da esso. Vogliamo fare degli esempi di questo confronto, di questo faccia a faccia tra pensiero cinese e pensiero europeo, a partire dal pensiero greco. Il primo esempio che possiamo fare a partire proprio dalla nozione di libertà, una nozione che per l'Europa è essenziale a partire dal pensiero greco, che ha dettato, che ha dato le mosse alla politica europea. Pensiamo alle guerre persiane, al grande confronto con il re Dario, re Serse, i re persiani, in cui le città greche sentivano di dover vincere la guerra per non perdere la libertà. Eleuteria in greco è proprio una libertà come partecipazione politica, è quella libertà che permette di accedere alla partecipazione politica, che poi nel susseguirsi delle epoche
arrivando all'ellenismo, pensiamo agli storici, si interiorizza. La libertà vissuta come partecipazione politica in epoca ellenistica diventa una libertà interiorizzata che prelude all'autonomia del soggetto. Che cosa vuol dire? Che tipo di significato ha allora questa libertà vista a partire dall'altrove della Cina? In Cina noi non incontriamo la nozione di libertà, incontriamo quella che definirei piuttosto come disponibilità. E qui utilizzo un termine che il pensiero occidentale non ha elaborato filosoficamente, appunto un termine disponibile, quello di disponibilità, per essere utilizzato proprio per sondare invece la nozione occidentale. Que la Chine n'ait pas développé la pensée de la liberté, on le constate aujourd'hui, encore aujourd'hui, l'absence de démocratie en Chine. Donc vous voyez que là encore l'enjeu est politique. Il faut comprendre pourquoi la Chine n'a pas développé une pensée à la liberté comme l'Europe l'a fait et la conséquence qui s'en mesure aujourd'hui. Alors si je dis disponibilité plutôt que liberté en Chine, de quoi s'agit-il? Parce qu'il s'agit de ce que nous sommes recommandé à la pensée chinoise, qui est, dans le portrait du sage, l'égale ouverture au possible. Formule de Confucius, quand il convenait de prendre une charge, je la prenais. Quand il convenait de la quitter, je la quittais. Sans parti pris, sans partialité, l'égale ouverture aux deux. C'est ce qu'on lit tout aussi bien dans la tradition taoïste. C'est ce qui se retrouve dans les images, on dit à la sagesse, le sage, le gond, n'est-ce pas, de la porte. La porte peut s'ouvrir ou se fermer, prendre des différentes positions, parce qu'il y a cette sorte d'ouverture intérieure qui fait que je ne laisse rien tomber, je peux faire l'un aussi bien que l'autre. Comme il est dit encore dans Confucius, dans les entretiens de Confucius, les uns sont, quand on classe les sages, certains sages sont intransigeants. Ils n'acceptent pas de s'accommoder du monde. D'autres, au contraire, sont accommodants. Que dire de Confucius? Est-ce qu'il est intransigeant? Est-ce qu'il est accommodant? En fait, il est aussi intransigeant que les plus intransigeants quand il convient, aussi accommodant que les plus accommodants quand il convient, selon le moment. C'est la façon dont Mencius fait le portrait de Confucius, selon le moment. Donc, le grand refus chinois, c'est celui de la partialité. Se bloquer d'un côté et perdre les autres. L'idée de la sagesse en Chine, c'est une sorte d'ouverture qui est une ouverture de tous côtés de la plénitude, de compossibilité. Vous voyez ce que peint la peinture chinoise, à l'époque classique? Qu'est-ce qu'elle peint? Elle peint justement, là aussi, la compossibilité. Elle peint la montagne parce que la montagne contient tout. Tous les divers, le haut, le bas, à droite, à gauche, ce qui est forêt, ce qui est herbe, ce qui est rocher. Donc, maintenir le compossible, ça c'est l'exigence de la pensée chinoise, recommandée par la sagesse, mise en œuvre dans la peinture. C'est-à-dire, alors que nous avons tant insisté, nous, du côté européen, du côté grec, sur l'erreur en philosophie qui contredit la vérité, en Chine c'est la partialité. Ne pas basculer d'un côté qui me ferait perdre tous les autres côtés. Se maintenir dans une égale ouverture au possible, c'était l'idéal de la sagesse en Cina. Il fatto che la Cina non abbia sviluppato un pensiero della libertà lo si constata, lo si può testimoniare anche oggi. Lo constatiamo dal fatto che in Cina manca la democrazia, ancora oggi non c'è. Ma di che cosa si tratta allora quando si tratta di disponibilità? In che senso utilizziamo questo termine? Possiamo intendere nel senso di una apertura, una massima apertura possibile. È questo che fa il saggio. Un famoso dialogo di Confucio in cui il maestro dice: quando era bene assumere un incarico, lo assumevo. Quando era bene lasciarlo, abbandonarlo, lo lasciavo. Questo si trova anche nel taoismo, in cui una delle metafore favorite è quella del cardine della porta, che permette alla porta di muoversi, di ruotare, di basculare a destra e a sinistra. Allora, il saggio
può essere definito anche come o intransigente o accomodante. E Mencio ci parla proprio di Confucio in questi termini, dicendo che Confucio era entrambe le cose, a seconda del momento, o intransigente o accomodante. Quindi la disponibilità è la volontà di fuggire, di rifuggire dalla parzialità. Bisogna evitare di cadere da una parte o dall'altra. La disponibilità in quanto apertura è la compossibilità, la capacità di tenere insieme i possibili. Lo vediamo anche nella pittura ad inchiostro classica in Cina, che è proprio una messa in opera di questa dimensione della disponibilità. La pittura ad inchiostro dipinge i compossibili, dipinge un paesaggio, dipinge una montagna, ma lo fa nell'alto e nel basso, a destra e a sinistra, dipinge le vette e dipinge le acque, dipinge i boschi e dipinge le case. Questo è lo specifico della scelta teorica cinese, riuscire a tenere insieme i compossibili. Penser en Europe et depuis les Grecs, c'est penser comme prendre position, ce qu'on appelle une thèse, ce qu'on pose, une thèse et une antithèse. La Chine nous apprend à penser sans prendre position. C'est ce qu'on dit de la sagesse. Le sage ne prend pas position puisqu'il reste ouvert à toutes les positions possibles. Disponibilité. Et en même temps, ça nous fait réfléchir. Parce qu'on voit qu'il y a un plan de notre expérience. À la fois, je suis sensible à cette richesse de la pensée chinoise, une richesse donc de la pensée, la plénitude, dont on ne laisse rien tomber par complétude. Et en même temps, il y a bien un plan de notre expérience qui ne supporte pas cela. Je dirais que c'est le plan politique. Non pas la politique, mais le politique. Parce que dans le domaine politique, on est obligé de prendre position. Si on ne prend pas position, on prend encore position. Ça, c'est le problème du sage chinois qui ne s'est pas constitué en intellectuel. L'intellectuel européen qui dit « j'accuse » et qui prend position contre le pouvoir. En Chine, on sait bien que le lettré chinois a toujours été à l'ombre du pouvoir. Il n'a pas pu se constituer en autre pouvoir. Il n'a pas pu dénoncer le pouvoir. Parce que autant il est possible, quand on est dans ces bons mots, de maintenir le compossible, autant le champ politique implique d'être pour ou contre. Mais il faut prendre position en politique. Et je crois que c'est donc à la fois une richesse chinoise, cette ressource de la compossibilité, et en même temps, eh bien, on voit qu'il y a un problème politique qui en résulte, qui est l'impossibilité du lettré de se constituer en intellectuel, quelqu'un qui puisse se critiquer. Je vous donnerai simplement une image de cela. C'est la valeur attribuée dans la tradition chinoise à la fadeur. Fade. Alors je sais qu'il n'y a pas de mot italien, insipide. L'insipide. Pour nous, l'insipide, la fadeur, c'est négatif. Or, dans la tradition culturelle chinoise, la fadeur est positive. On parle d'un plat fade, on parle d'une musique fade, on parle d'une peinture fade, on parle d'un sens fade. Qu'est-ce que signifie fadeur et pourquoi fadeur est-il positif? Parce que la fadeur, c'est la saveur disponible. La fadeur, c'est à peine la saveur, donc une saveur qui n'est pas encore tranchée, qui n'est pas ou salée ou sucrée, ou doux ou amère. Donc une saveur disponible. La fadeur, c'est de la saveur, mais la saveur qui reste disponible, qui reste ouverte, qui n'incline pas d'un côté ou de l'autre, donc qui ne se prive d'aucune source de saveur. Eh bien, cette pensée de la fadeur en Chine a servi à caractériser la cuisine, mais aussi les personnes. On parle de quelqu'un de fade, mais au sens positif, quelqu'un qui reste ouvert aux différents possibles. Et dans la pensée de l'art, c'est une notion importante pour justement faire apparaître cette capacité de disponibilité qui fait qu'on ne perd aucune des ressources. Dopo i greci, pensare in Europa significa prendere posizione. La classica opposizione tesi o antitesi. In Europa si pensa così. La Cina invece ci insegna che si pensa
si può pensare anche senza prendere posizione. Questa è la saggezza. E questa saggezza però chiaramente un costo sul piano politico. Non parlo qui della politica, parlo del politico. Perché il politico obbliga a prendere posizione, anche se non prende una posizione particolare, già questo è un prendere posizione. E qui vediamo in che senso il saggio cinese non ha assunto i tratti dell'intellettuale, invece così come si è costituito in Europa, l'intellettuale che dice j'accuse, io accuso, io muovo la mia posizione contro il potere politico, che si rivolta appunto anche contro il potere. Proprio perché il saggio invece cerca di esplorare la risorsa della compossibilità. Quindi come si critica un potere se invece si cerca sempre di tenere insieme i compossibili. E qui lo vediamo anche nel valore particolare e positivo che la Cina ha attribuito all'insapore. Insapore, la dimensione dell'insipido, in Europa ha sempre avuto un valore negativo. In Cina invece è qualcosa di positivo, in musica, in pittura, anche la dimensione del senso è qualcosa di positivo, un senso insapore o insipido, sia a livello di cucina, sia anche a livello di persona, di carattere. In Cina una persona insapore non è qualcosa di negativo, è qualcosa di positivo. Perché? Perché se non è né salato né dolce, né aspro né amaro, vuol dire che non cade né da una parte né dall'altra, vuol dire cioè che non si priva di nulla, ma che rimane appunto aperto, disponibile, non si priva di alcuna risorsa. Ce qui est refusé par l'idée de fadeur, c'est l'exclusion. Une saveur est exclusive. C'est salé ou c'est sucré. C'est l'un ou c'est l'autre. Il y a alternative. Mais la fadeur, c'est-à-dire avant que la saveur soit appuyée, ou dès lors que la saveur s'est retirée, mais que ça reste de la saveur, à peine savoureux. Dans l'appel savoureux, eh bien, la saveur reste disponible parce qu'elle n'exclut pas. Regardez les hommes politiques chinois sur les photos. Quand vous avez une photo photographiant Xi Jinping, le président chinois, et puis Obama, le président américain. Vous voyez que le président américain, il est souriant, il veut être sympathique, il marque une certaine disposition du caractère. Face à lui, Xi Jinping, le président chinois, il est fade. Il ne laisse rien apparaître comme, disons, caractère ou intention particulière. Capacité de fadeur. Dans le premier traité de psychologie en Chine du IIIe siècle, la première qualité de la personne, c'est fade. Avant l'intelligence, avant n'importe quelle autre capacité psychologique, c'est d'être fadeur, c'est de contenir toutes les capacités sans exclusive, une sorte de disponibilité qui fait qu'on manifeste la capacité qu'il faut au moment où il faut, une sorte d'opportunisme à bon escient, sans donc se laisser cantonné, limité d'un côté. Allora, di nuovo, la dimensione del sapore ha un lato di esclusività, un sapore esclude gli altri, invece l'insapore si presenta proprio come quello sfondo a partire da cui tutti i sapori possono emergere. Lo vediamo appunto a livello personale anche a proposito di alcuni esempi. Se abbiamo in mente una immagine, una foto per esempio dell'incontro tra il presidente americano Obama e il presidente cinese Xi Jinping, vediamo che il primo, occidentale, americano, presenta dei tratti ben marcati, è dinamico, atletico, simpatico, sorridente. Il presidente cinese invece, dal nostro punto di vista, è totalmente insipido, non presenta nessun tratto, è impenetrabile, non appare sul suo volto alcun atteggiamento particolare. E questo noi lo possiamo intendere a partire da un trattato di psicologia, per non dire, del XIII secolo in Cina, in cui si dice che la prima qualità di una persona è, o dovrebbe essere, proprio quella della insipidezza, dell'insapore, perché in questo modo vuol dire che la persona riesce ad accogliere tutte le qualità e tutte le possibilità del carattere umano.
Très rapidement, je voudrais évoquer une autre entrée, un autre vis-à-vis, entre pensée européenne et pensée chinoise, qui serait à partir de la sincérité. C'est une chose commune dans la pensée européenne que de valoriser la sincérité. Ça vient déjà des Grecs, n'est-ce pas? Zeus a des milliers dieux, sorte qu'il voit tout. Déjà un thème grec. Et puis, la tradition chrétienne qui a suivi, question d'interdit qui s'est installée, relatif au mensonge. Le fait qu'on ne doit pas mentir. Là, c'est une sorte de grand choix moral de la tradition européenne. Souvenez-vous du traité d'Augustin sur le mensonge, d'Emendakio, qui interdit le mensonge en quelque occasion que ce soit. Tu ne dois pas mentir. Et cette affaire d'Augustin, on la retrouve chez Kant, à la fin du XVIIIe siècle. Une conversation fameuse, un échange fameux entre Kant et Benjamin Constant sur l'éventuelle possibilité de mentir. Et vous savez que Kant refuse toute occasion toute justification du mensonge. Même si je cache quelqu'un qui est injustement poursuivi, et si les forces de l'ordre ou de la violence me demandent si je le cache, je ne pourrais pas mentir. En même temps, vous voyez bien que cette question de la sincérité, de ne pas mentir, nous met mal à l'aise. La vie sociale est faite, est-ce de mensonges? Je ne sais pas. Elle est faite de quelque chose qui est une sorte de grand accommodement ou accommodation, sans quoi le social n'est pas possible. Je dirais même que la sincérité est antisociale. Dire ce qu'on pense. Imaginez-vous un homme politique qui dit ce qu'il pense. C'est pas possible. On ne fait pas société avec la sincérité. Alors, qu'est-ce que je mettrais du côté chinois? Enfin, de sincérité, cette valeur européenne à laquelle on tient tant. Et souvent on m'interroge, notamment les hommes d'affaires européens qui vont en Chine, me disent « Ah, les Chinois ne sont pas sincères. On ne peut pas faire d'affaires avec eux. » Que mettre en face de sincérité qui, même coup, va nous dévisager dans notre attachement très irréfléchi à la sincérité? Je dirais fiabilité, fiable, être fiable. Non pas être sincère, mais être fiable. Si, en chinois. On ne vous demande pas de dire, il ne s'agit pas de dire ce que je pense, mais de tenir ce que je dis. C'est autre chose. Non pas dire ce que je pense, dire ce que je pense, c'est même indécent, à certains égards. C'est vrai. Non, tenir ce que je dis. Être fiable. C'est la grande exigence de la pensée chinoise, déjà dans Confucius, n'est-ce pas? Être fiable. Et vous entendez fiable, je pense que c'est la même chose en italien, fiable et viable. La grande idée chinoise, il faut que ce soit viable. Il faut que le social soit viable, il faut que, comme la nature doit être viable, et pour que ce soit viable, il faut être fiable. Donc si j'avais un conseil à donner aux hommes d'affaires qui vont en Chine, c'est pas d'être sincère. C'est simplement de prendre pied, quelque part, commencer à faire des choses, et puis faire reconnaître qu'ils sont fiables, qu'ils tiennent ce qu'ils disent, créer ce qu'on appelle nous de la confiance. Vous voyez que ça ne peut venir que par processus. Et ça, c'est la grande idée chinoise, tout ne vient que par processus, que par résultat, et c'est lent. Si je vous dis, faites-moi confiance, vous n'allez pas me faire confiance. Par contre, quand des gens habitent ensemble un certain temps, sans qu'ils le disent, quelque chose se noue, se dise, qui devient fiable. C'est un rapport fiable. Et quand la fiabilité, la confiance est arrivée, plus besoin de le dire. Donc, dire « faites-moi confiance » c'est stupide, et quand la confiance est venue, plus besoin de le dire. Elle est là, à titre de résultat. Donc je crois que face à cet investissement européen sur la sincérité, dont on sait bien qu'il nous met aussi mal à l'aise, c'est une affaire religieuse, la sincérité. C'est Dieu qui voit au fond des âmes, n'est-ce pas? Pensez à cette autre possibilité, proprement sociale, de la fiabilité, viabilité, qui fait qu'il y a de l'exigence morale, mais qui n'est plus liée à la parole, pas dire ce que je pense, mais qui est liée à la conduite, qui fait que, processuellement, par déroulement, effectivement, on devient fiable. Et encore une fois, quand la confiance est là, plus besoin de le dire.
proviamo a costruire un altro confronto, un altro vis-à-vis, a partire dalla nozione di sincerità, che per quanto riguarda il pensiero europeo è qualcosa che è stato sempre valorizzato, anche qui fin dall'epoca dei Greci, è qualcosa di assolutamente comune, non si deve mentire, questo anche nel dettato biblico, anche nell'ambito cristiano. Agostino scrive un'opera intitolandola De Mendacio, sulla menzogna, e fino a Kant, in un famoso dialogo con Benjamin Constant, in cui si interrogano se sia lecito mentire, almeno in certe condizioni, Kant è netto, non si deve mai mentire, nemmeno se io stessi nascondendo qualcuno che è ingiustamente perseguitato, se bussasse alla mia porta la polizia e lo cercasse, non dovrei mentire nemmeno a loro per nasconderlo. In Cina la sincerità è considerata qualcosa invece di profondamente antisociale. Immaginate un uomo politico che dicesse quello che pensa davvero. E infatti gli europei in Cina tendono sempre a pensare che i cinesi non sono sinceri. Ma perché? Perché per il pensiero cinese non è tanto la sincerità ad essere un valore, a contare, ad essere efficace, quanto la affidabilità. In cinese è xin. Non si deve dire quel che si pensa, ma si deve piuttosto mantenere ciò che si dice. Questo significa essere affidabili, e qui lo troviamo fin da Confucio. In francese c'è una coppia terminologica fiable-viable, in italiano potremmo dire affidabile-viabile, nel senso della via, qui risuona la parola tao in cinese, via, ciò che può essere percorso, ciò che ci permette di andare, quindi affidabilità, viabilità. Questa è una coppia che appunto fa senso. In Cina bisogna basarsi, bisogna innestarsi in una base comune e diventare affidabili. È un processo quello che viene messo in atto. Tutto accade attraverso una processualità. Non si tratta di dire a qualcuno fai una confidenza e allora siamo sinceri e ci intendiamo. No, possiamo anche dire una cosa che non ha un senso profondo, ma senza attraversare la parola, qualcosa tra noi inizia a costituirsi, ad assumere consistenza. Quindi, di fronte al fondo europeo di intesa della sincerità, in Cina troviamo questa coppia, questa affidabilità che è una viabilità, che è una processualità, che non sono legate alla parola, ma che sono legate alla condotta, al comportamento, e quindi a qualcosa che man mano diviene. Bon, essayer de commencer à organiser un vis-à-vis entre pensée chinoise si diverse, pensée européenne si diverse aussi, évidemment, il faut beaucoup de temps. Une vie ne suffit pas. C'est donc pas ce soir que je pourrais aller très loin. Néanmoins, je voudrais signaler encore quelques écarts qui sont autant de ressources. Le grand mot grec, autour duquel s'est organisée la cité grecque, et autour duquel s'est organisée aussi la philosophie en Grèce, qui est la persuasion, peito en grec, peitei, persuader. Voilà un terme grec qui est au cœur même de la pensée de la cité grecque, avec la figure de l'orateur, du discours public, et cette volonté de persuader l'autre. Ben, si je me tourne en Chine, non. Je n'ai même pas vraiment de mots aujourd'hui pour traduire persuasion en chinois. On dit chou. Ça signifie soumettre par la parole. C'est pas persuader. Alors qu'est-ce que c'est qu'un monde qui s'est organisé sans la figure de la persuasion? Et que mettre en regard la persuasion? Un monde qui n'a pas connu la figure de l'orateur. Et donc qui n'a pas connu non plus le déploiement de la rhétorique, comme art de la persuasion. Que mettre en regard? La tradition chinoise a un terme, une pensée, qu'elle a cessé de développer depuis son origine, depuis 3000 ans, qui est non pas persuader, mais influencer. L'influence.
avec une image qui est le premier motif de la poésie chinoise, qui est le vent. Le vent passe, les verbes se couchent. Premier de Confucius. Le vent passe, invisible, mais les verbes s'inclinent. C'est ça l'influence. L'influence, c'est ce qui passe à travers et qui dispose, prédispose. Alors, pour nous, l'influence est une notion négative en Europe. Je pense qu'on le dit en italien qu'en français, être sous influence, c'est mauvais. En même temps qu'on a beaucoup de mal avec la notion d'influence, ça vient de l'astrologie. Non pas de l'ontologie, mais de l'astrologie. L'influence qui vient des astres. Donc c'est un terme qui est, en Europe, mal vu, qui ne peut absolument pas être une ressource morale, l'influence. Encore que, je vous signale, quand Freud essaie de rendre compte de la cure et de ce qui se passe effectivement dans la cure, ce n'est pas la persuasion, la cure analytique. Quand vous expliquez à l'analysant, au patient, la source de son refoulement, son trauma, etc., que vous lui expliquez d'où viennent ses symptômes, vous pouvez le persuader autant que vous voulez, ça ne change rien. Et Freud le dit. Mais finalement, il dit quelle est la ressource ultime entre le psychanalyste et l'analysé ou l'analysant, comme dirait Lacan, c'est l'influence. Pas influence ou non. Il faut influence. Donc on a, je crois, pas réfléchi en Europe sur cette belle influence qu'on a directement condamnée. Or, c'est le vieux motif de la pensée chinoise en politique, en morale. En politique, l'influence qui vient du prince et qui se répand dans le peuple. Et inversement, l'influence que répandent les lettrés, les conseillers de cour, qui vont traverser le prince. Donc, un entre-influencement. Et penser que la pensée, c'est de penser des flux. Flux, énergie, respiration. Donc, c'est normal que l'influence soit la façon dont les flux s'infléchissent. Influencer. En morale, la morale vient de l'influence. Élever son enfant, on le fait tous, c'est le mettre dans un bon quartier, où il y a de bonnes écoles, et où l'enfant soit sous une bonne influence. Prêcher à son enfant tous les jours la morale, c'est vain. Par contre, le mettre dans un bon milieu, avec de bons camarades et de bonne influence, ça c'est effectif. Alors, ce qui nous gêne, c'est quoi? C'est la question toujours de la liberté, c'est que l'influence est d'autant plus efficace que vous ne l'apercevez pas en vous. L'influence est d'autant plus efficace, elle vous traverse d'autant mieux que vous ne vous en rendez pas compte. Être sous influence. Donc voilà donc toute pensée politique et morale qui s'est organisée à partir de l'influence, influence sujet positive, et qui met en question la figure du sujet. C'est celle sur laquelle je terminerai. Mais d'abord, à toi. Allora, un ultimo vis-à-vis prima di giungere alla parte finale. Avete capito che una vita non è sufficiente per organizzare questo confronto, quindi tanto meno lo è una sera, ma proviamo ad analizzare anche la nozione di persuasione. Peizo in greco, peizein è il verbo, persuadere, che propone la figura dell'oratore, del retore, classica figura greca. In Cina non si trova retorica, non si trovano oratori che persuadono, che cercano di persuadere. C'è un termine contemporaneo nel cinese odierno che traduce il termine occidentale di persuasione. E appunto non è un termine classico, shofu, che significa sottomettere tramite la parola, che non è la stessa cosa di persuadere. Anticamente si parlava di un'altra attività, di un'altra strategia, influenzare, non persuadere. Secondo l'esempio, secondo il modello del vento. Che cosa fa il vento? Il vento, come dice anche qui Confucio, passa, transita, soffia, invisibile, e l'erba si inclina. Quando noi in Europa diciamo che qualcuno è sotto l'influenza di qualcun altro, di qualcos'altro, in genere non intendiamo qualcosa di positivo, anzi. In realtà per la dimensione cinese appunto l'influenza ha un significato positivo. In Europa lo troviamo forse in Freud. Se noi leggiamo le pagine in cui Freud cerca di rendere conto della cura, e la cura analitica non è una forma di persuasione, vediamo che quando l'analizzato, o come direbbe Lacan, l'analizzante, spiega all'analista i suoi traumi, cerca di appunto mostrare
i sintomi e poi vengono ad emergere rimossi, l'analista non cerca di persuadere ma di produrre una forma di influenza affinché appunto si possa sbloccare la dimensione di fissazione del rimosso. E questo è ciò che fa il letterato cinese, che appunto non è l'intellettuale che si rivolta, che critica, ma cerca di influenzare il sovrano, proprio secondo la modalità di un flusso come il vento che ispira. Lo troviamo anche dal punto di vista della formazione, dell'educazione, qualcosa che forse tendiamo a fare tutti, ma che per esempio in Mencio è esplicito. Com'è che si educa bene? Com'è che si permette a un bambino di crescere bene? Non continuamente predicandogli dei valori, ma ponendolo in un buon quartiere, iscrivendolo in una buona scuola, facendo in modo che possa frequentare dei buoni compagni. Questa è l'efficacia maggiore, quella che accade quando non ce ne rendiamo conto in modo diffuso. E qui giungiamo all'ultimo tema di cui vorrei parlare questa sera, si dà però un'altra figura del soggetto. Non è più in questione la dimensione del soggetto, come l'ha pensato il pensiero europeo. Quelle différence entre influence et persuasion, ou plutôt quel écart, c'est-à-dire des intentions des deux, dévisageant l'un par l'autre, c'est que dans la persuasion, vous vous adressez à l'autre comme un sujet. Vous le reconnaissez comme sujet et vous voulez son assentiment. Vous voulez que l'autre soit d'accord avec vous. Dans l'influence, non. L'influence est d'autant plus efficace, je l'ai dit, qu'elle traverse l'autre sans qu'il s'en rende compte. Donc ça va apparaître, si je veux un peu réaliser mon propos, dans cette exploration des quarts d'hiver, c'est, je dirais, qu'une figure que n'a cessé de retravailler l'Europe en la promouvant, c'est la figure du sujet. Moi comme sujet. Les Grecs n'ont pas commencé à penser par là. Mais c'est vrai que le dispositif psychologique que les Grecs mettaient en place, notamment chez Aristote, et puis ce qui est le cheminement de la pensée européenne, à travers Augustin, et puis bon, Julien de France, donc Descartes, la figure du sujet, commencer à penser à partir du sujet, le doute, cartésien. Il faut apprendre que le psychanalyse en est un dernier avatar, l'avant-dernier. Nous avons pensé à partir de la figure du sujet, que d'ailleurs rend compréhensible notre promotion de la liberté et de la démocratie. Cette figure du sujet qui fait que peut-être nous avons laissé dans l'ombre autre chose, parce que dès lors que vous explicitez, que vous mettez en valeur une cohérence, forcément, ce choix fait que vous laissez autre chose dans l'ombre. Toute pensée qui se développe laisse non développer d'autres possibles de la pensée. Je dirais que ce que nous avons peut-être négligé, laissé de côté par ce choix du sujet, c'est ce qu'on appelle situation ou circonstance. Il faut entendre ce mot circonstance, c'est un mot européen. Et moi je suis de plus en plus attaché à ces mots européens qui font Europe. Ils font Europe. Circonstance, peristasis en grec, circumstantia en latin et en italien et en allemand, Umstand. Je vois l'idée que quelque chose se tient autour. Circonstance. Qui se tient, s'arrête autour. Autour de quoi? Autour du sujet, bien sûr. C'est donc penser le monde comme quelque chose qui m'entoure. En quoi je suis situé. Situation renvoie en creux à cette figure du sujet. Le sujet est situé. Prenez même chez Sartre, les situations de Sartre. Sartre est encore totalement dans cette conception d'un sujet qui se trouve entouré comme dit Sartre, par les miens, par les proches, par cette idée de situation, de péristasis. Eh bien, l'Achille nous aide à penser en s'écartant, parce qu'elle n'a pas développé, de la figure du sujet. Un exemple. Comment dit-on paysage en chinois? Paysage, c'est encore un mot européen. Pays, paysage. En italien, d'ailleurs le tel est italien, il faut vous le rendre. En allemand, en anglais, Land, Landscape, Land, Landschaft. Paysage se comprend par rapport au sujet. Paysage, c'est, comme on dit le dictionnaire, une portion de pays
que la nature présente à un observateur, un sujet observant. Et le sujet, dans ma position de sujet, découpe à partir de sa position du paysage dans le pays. Comment dit-on paysage en chinois? Shanshui. Montagne, eau. Une interaction. La montagne qu'on voit et l'eau qu'on ne voit pas. Plutôt la montagne immobile, l'eau qui est mobile. La montagne qui est en haut et l'eau qui est en bas. Oui, la montagne qu'on voit et l'eau qu'on entend. Donc une interaction, une situation qui n'est pas de sujet. Sujet percevant qui serait sujet de la perspective. Donc je crois que nous avons mis en valeur, fait émerger la pensée du sujet, et du même coup, laisser de côté quelque chose qu'on ne sait pas dire, qu'on ne dit que dans le terme de circonstance, qu'on ne dit que dans le terme de situation, c'est-à-dire à partir du sujet, et qui est donc la configuration des choses, la configuration du monde, la configuration de l'énergie, et c'est cela que la pensée chinoise a développé. Allora, quale differenza, o meglio, quale scarto si apre tra l'influenza e la persuasione? La persuasione intende l'altro come un soggetto. Quando si cerca di persuadere qualcuno si vuole che sia d'accordo con noi e lo si intende appunto come un altro soggetto. Mentre l'efficacia dell'influenza è data proprio dal fatto che essa attraversa l'altro senza che se ne renda conto e senza che noi ci rendiamo conto che ci sia un'alterità soggettiva forte. Ecco che quindi vediamo come in Europa si sia costituito un io come soggetto. Lo vediamo da Agostino nelle Confessioni fino, e per me che sono francese così evidente, fino a Descartes, fino alla dimensione del dubbio che ha poi così tanto animato la filosofia moderna e contemporanea. Noi in Europa abbiamo pensato a partire dalla figura del soggetto, abbiamo pensato alla libertà e alla democrazia a partire dalla dimensione del soggetto, che fa apparire delle coerenze, ma al tempo stesso ne lascia in ombra altre, non ne fa emergere altre. Che cosa invece pensa la Cina al posto del soggetto? Qual è l'altra coerenza che il pensiero cinese sviluppa? Quella che potremmo definire è la coerenza della situazione o della circostanza, peristasis in greco o Umstand in tedesco. Il latino circumstare indica proprio lo stare attorno, è qualcosa che sta attorno al soggetto. Anche in Sartre troviamo questo. Il soggetto in Sartre è sempre un soggetto situato, è circondato dagli altri, da un ambiente. La Cina non ha sviluppato questa nozione e lo troviamo bien dans la constitution du sens, ce qui est la dimension allégorique du sens. Mais dans les côtés chinois, non pas l'allégorique, mais l'allusif, le sens allusif. Ou du côté européen, je mettrais le méta de la métaphysique, le méta de la métapsychologie, bref, l'au-delà, le dépassement. Et du côté chinois, je ne mettrais pas le méta de l'au-delà, mais entre. Cette chose qu'on a si peu pensé en Europe qui est entre, qui correspond à un si bel idéogramme chinois, qui est celui des deux vantaux de la porte, et puis du rayon de lune qui se passe entre les deux. C'est entre. Nous devons penser l'antre en Europe comme l'antre de l'intermédiaire. Nous n'avons pas pensé l'antre du déploiement. Or, la vie se fait entre. L'antre est tout un plan que nous avons, les Grecs ont pensé bêta et non pas bêta-xu. Et comme je ne vais pas passer le bêta-xu de l'antre, je vais penser l'au-delà. Bon, je vais très vite pour vous dire simplement que ce champ est vaste à l'infini. Mais quelle question pose-t-il au philosophe? Je dirais qu'au fond, mon expérience découlant de cette exploration, c'est que c'est une remise en question de la notion de vérité. La pensée chinoise n'est pas plus vraie ou moins vraie que la pensée européenne. Et je me dis même, par retour, que Aristote n'est pas plus vrai ou moins vrai que Platon. Ce qui m'intéresse quand je lis Aristote, ce n'est pas la différence d'Aristote avec Platon, c'est un système, c'est intéressant. C'est quel écart Aristote ouvre par rapport à Platon, quel autre possible il fait apparaître.
Il me semble donc que le thème de ressources est plus vaste et plus consistant, tout aussi plus utile aujourd'hui. Et je dirais que, par rapport à cette vérité, je dirais même que la vérité est pertinente, mais comme ressource, c'est une ressource possible à la pensée. C'est celle qu'a privilégiée la philosophie grecque. La vérité comme ressource, comme une ressource possible, mais au-delà du terme de vérité, c'est effectivement cette notion de ressource qui me paraît à déployer. La Chine nous donne des ressources de pensée. Je ne me convertis pas, je ne me civise pas, mais je sais d'explorer et d'exploiter, explorer et exploiter ces ressources de la pensée, comme d'autres pensées. Les ressources n'appartiennent pas, elles ne se prônent pas, mais elles nous incitent à déployer la pensée. Et je crois que c'est la chance de notre époque. Époque de mondialisation, donc aussi d'uniformisation. C'est vrai que la mondialisation tend à recouvrir, tend à écraser le divers des cultures, le divers des ressources. Je vois que c'est justement la résistance qu'il faut organiser et la vocation de la pensée qui est à l'encontre de l'uniformisation qui nous menace, perdant le divers des ressources, et bien de développer la pensée à travers ces ressources, comme autant d'intelligibilité possible, et plus notre esprit traverse d'intelligibilité écartée, plus elle se déploie. Et c'est, je crois, disons, l'exigence qui nous revient aujourd'hui de développer le divers des ressources pour produire un commun de l'intelligible. Dunque, potremmo passare altri giorni o anzi anni a esplorare tutti i confronti possibili. Citandone ancora qualcuno, potremmo confrontare la nozione di causalità e esplicativa, di nuovo tipicamente greca, la nozione di arché, la nozione di eitia, l'idea anche teologica di Dio come causa, rispetto alla nozione cinese di propensione o di inclinazione, che non è esplicativa, ma è appunto invece implicazione. È una idea che implica, non è tanto una spiegazione, ma una implicazione, una nozione di propensione. Oppure potremmo mettere a confronto la dimensione allegorica del senso che si produce in Occidente con la dimensione dell'allusività. L'allusivo è invece efficace nel pensiero cinese. O ancora la dimensione del metà, dell'oltre, della metafisica, della metapsicologia, ciò che sta al di là, e non è il metà del metaxu, ma messa a confronto con la nozione del tra, che in cinese si scrive in un modo molto interessante. È un sinogramma che si compone di due battenti di una porta socchiusi, tra i quali penetrano i raggi della luna o del sole. E questo ci riporta proprio alla vita, al vivere. La vita si dispiega tra, è un dispiegarsi. Per finire, allora, tutte queste possibilità di confronto mettono in questione la stessa nozione di verità. Il pensiero cinese non è più o meno vero del pensiero europeo, così come il pensiero di Aristotele non è più o meno vero rispetto al pensiero di Platone, ma apre uno scarto, un écart rispetto al pensiero di Platone. Allora, in questo senso direi che la nozione di scarto è più ampia di quella di verità. Questa è una risorsa del pensiero che non voglio trascurare, è una risorsa possibile però, non è quella assoluta. Al di là della verità ci sono anche altre risorse. Dunque io non mi sinizzo, non mi converto al pensiero cinese, ma cerco di sfruttare appunto la pluralità delle risorse. Le risorse ci incitano a sviluppare, a dispiegare il pensiero. Questa mi sembra proprio la chance di quest'epoca, la possibilità propria, l'opportunità che quest'epoca ci dà. È vero da un lato che la globalizzazione tende a uniformare il pensiero, perdendo la ricchezza della diversità delle risorse. Ma ciò che invece possiamo fare è proprio riattivare queste risorse aprendo degli scarti che ci permettono di coltivare la grande esigenza del pensiero, che è quella di costruire un comune. Grazie. Grazie.